Nous allons présenter à deux voix ces expériences qu'on a pu avoir comme de la part de nos conseillers pour les affaires sociales. En effet, quand M. Yann Bubien nous a demandé à la DAUI de finalement rechercher des bonnes pratiques dans les pays dans lesquels certains d'entre nous travaillent, eh bien, nous avons voulu relever le challenge. Ce n'est pas évident parce que nos conseillers pour les affaires sociales qui travaillent dans les différents pays à la fois européens, sur le bilatéral et le multilatéral, et dans des pays émergents ne sont pas nombreux. Et il faut à la fois connaître l'hôpital du côté français et l'hôpital et les hôpitaux du côté du pays étranger pour pouvoir présenter des choses qui puissent être intéressantes et suffisamment significatives. Donc là, on va vous présenter un petit patchwork avec cinq exemples. On va simplement vous dire aussi qu'on est prêt à approfondir effectivement chacun des exemples, puisque c'est un peu une présentation un peu impressionniste qu'on va faire aujourd'hui. Alors, juste pour de l'autopromotion, parler de 3 secondes de la DAUI, qui est dans notre déléguée, Madame Nathalie Nikitenko n'a pas pu venir, elle s'en excuse, et elle était dans l'obligation d'accompagner la ministre du Travail au Conseil EBSCO à Bruxelles. En effet, la DAUI est transversale et elle est rattachée à 3 ministères sociaux comme le secrétariat général, la santé, travail et femmes, famille. Et bien entendu, affaires sociales, santé, affaires sociales, travail et emploi. Alors, donc une fonction transversale, et nous sommes amenés à recevoir très régulièrement des délégations et à travailler en partenariat avec toutes les directions métiers, notamment la DGOS, et encore récemment, nous étions avec des assises franco-algériennes et qui ont été d'ailleurs assez réussies, et avec un partenariat avec la conférence des DG de CHU. Alors là, voilà, le réseau des conseillers pour les affaires sociales, c'est une quinzaine de personnes, un petit réseau. Évidemment, au regard du réseau diplomatique, c'est vraiment un tout petit réseau, avec des missions bilatérales, et donc dans certains pays qu'on a jugés significatifs en Europe, avec Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et pays nordiques, également des postes multilatéraux à Bruxelles et à Genève. Donc, ce sont eux qui nous ont transmis quelques informations et qui nous ont finalement aidés à monter cette petite présentation, sachant que ce sont 5 présentations, une allemande, 2 anglaises, deux du Royaume-Uni plutôt, et 2 autres des pays nordiques. Et je remercie à cette occasion d'ailleurs Marie Kerl, Dominique Acker et Christine Jacob, qui sont les conseillers pour les affaires sociales dans ces pays, qui nous ont transmis ces éléments et qui d'ailleurs, je dois vous le dire, sont prêtes toutes les 3 à vous apporter des informations complémentaires et voire même à vous accueillir si vous désirez entreprendre des travaux ou plutôt approfondir les échanges sur place. Alors, je passe la parole maintenant à Eric qui va nous parler de l'exemple allemand. Merci Elvire. Oui, donc, vu d'Allemagne, le système de santé est un système de qualité, mais qui doit faire face à des enjeux de financement que nos amis allemands trouvent préoccupants. Effectivement, il y a des aspects préoccupants pour les autorités allemandes dans le champ de la santé, les perspectives démographiques en particulier, le fait aussi que les lenders qui sont en charge des investissements depuis les années 2000 se désengagent de plus en plus de cette responsabilité. Effectivement, il y a des indicateurs qui, en Allemagne, sont pas
forcément parmi les meilleurs des pays de l'OCDE ou de l'Union européenne, qu'il s'agisse du nombre de lits par habitant, qui est encore un des plus élevés, comme des durées de séjour. Bon, cela dit, il faut vraiment relativiser, en tout cas financièrement, parce que depuis le début des années 2000, tandis que la France a accumulé environ 100 milliards de déficit pour ses dépenses de santé, l'Allemagne a accumulé environ 10 milliards d'excédents avec ses réformes, et elle dispose actuellement, l'assurance maladie allemande dispose de réserves financières de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc ça permet de redynamiser un peu le dispositif, et c'est pour ça que les Allemands, comme nous-mêmes, ont engagé une nouvelle réforme de leur système de santé axé sur l'hôpital, avec une nouvelle loi qui est parue le 10 décembre 2015, donc quasiment en même temps que notre nouvelle loi de modernisation de notre système de santé, qui est entrée en vigueur le 1er janvier, et qui vise à permettre au système de santé allemand et hospitalier en particulier de réinvestir dans la qualité et dans l'innovation. Pour ce faire, en matière d'investissement, ils ont mis en place un... Oui, alors cette diapositive est inexacte. Ne tenez pas compte du commentaire sous la bulle pallier le désengagement d'investissement des Länder. En réalité, pour pallier ce désengagement, ils ont mis en place un fonds structurel au niveau du gouvernement fédéral qui vise à faire un effet de levier en matière d'investissement, qui est doté de 500 millions d'euros et qui se déclenche à condition qu'il y ait un cofinancement équivalent des Länder pour relancer un peu financièrement les investissements. À ce jour, les résultats, d'après les informations de notre poste, ne sont pas encore complètement au rendez-vous. Ils ont aussi donc pour objectif, comme nous, d'améliorer la qualité des soins. Et pour cela, ils ont mis en place, enfin, ils sont en train de mettre en place un système de bonus-malus qui est co-géré par l'assurance maladie allemande, qui, suite à des visites d'inspection de son service médical dans les hôpitaux, évalue la qualité, travail qui est fait chez nous par la HAS, et décide de donner, enfin de plaider pour que des bonus financiers les années suivantes soient accordés aux établissements en question, ou au contraire de les pénaliser d'un malus. C'est encore au stade expérimental et difficile encore à évaluer à ce stade. Alors, troisième bulle, elle est un peu difficile à comprendre, mais parce que la régulation des volumes des hôpitaux, bon, là, en Allemagne, la santé est une responsabilité des Länder, pas du gouvernement fédéral, mais c'est dans les Länder l'assurance maladie qui pilote le financement. Et donc, pour avoir un financement qui tienne davantage compte du point de vue du patient et des professionnels de santé, il y a un nouveau mécanisme qui est mis en place pour que dans les hôpitaux, certaines interventions soient jaugées par quelque chose qui pourrait être peut-être la commission médicale d'établissement, et qui va valider ou non telle ou telle intervention de façon à avoir un pilotage plus axé vers la qualité et les besoins des patients. Mais là encore, on n'a pas beaucoup de retours sur ce dispositif.
Bon, un mot pour finir sur l'Allemagne, sur ce magnifique établissement d'excellence qui est l'hôpital de la Charité à Berlin, hein, qui a été fondé donc, au début du XVIIIe siècle par les Huguenots français qu'accueillait le prince électeur Frédéric. Cet hôpital qui se trouvait dans la partie est de Berlin, avec la réunification, a retrouvé une aura et une place d'excellence dans le système de santé allemand, européen et mondial, et investit beaucoup dans le coaching et l'appui aux étudiants, aux chercheurs, et donc ils ont mis en place des fonds pour cela, ils accordent des bourses, il y a des bourses pour des cursus en Allemagne pour donc 20 étudiants qui sont abondés par le gouvernement fédéral qui, pour certains étudiants méritants, leur accorde une bourse de 300 € par mois, pour encourager aussi les étudiants, les doctorants à participer à des séminaires et des congrès à l'étranger. Ils accordent également, outre les frais de séjour, des bourses en un seul coup pour la participation à un séminaire, à un congrès, de 500 € en Europe et de 1 000 € hors Europe. Voilà. Je ne veux pas m'attarder davantage pour... Alors, oui, là, donc, on continue le patchwork. Hein. Là, le Royaume-Uni. Donc, pour le Royaume-Uni, juste le rappel du système, comme vous le savez, qui a été créé en 1948, hein, le National Health Service, et qui finalement repose sur des principes de gratuité et d'universalité, et très majoritairement financé par l'impôt. Donc, vous le savez, le point d'entrée, c'est le médecin généraliste, donc les conditions d'accueil sont les mêmes pour tous les patients, sachant qu'il y a de plus en plus, on le sait, une médecine à deux vitesses et des listes d'attente importantes. Alors, alors donc, l'idée, c'est que les autorités locales, et notamment les autorités de santé publique, Public Health Services, alors là, je parle plus précisément de l'autorité locale de l'Angleterre, elles exercent un rôle en matière de santé publique et elles font aussi le maximum pour faire émerger des innovations bénéfiques, à la fois pour les patients et pour pour rationaliser l'utilisation des finances publiques. Et donc, ils cherchent à faire en sorte qu'il y ait des groupements d'hôpitaux qui disposent de plus en plus de marge d'autonomie et qui mettent en place des expériences pilotes avec des innovations, comme je le disais. Et c'est dans ce cadre-là que je voulais vous parler de l'hôpital de Moorfields, qui est un hôpital d'excellence spécialisé en ophtalmologie, qui a été fondé en 1804 et qui a une grande réputation, et qui a décidé de mettre en place, depuis les années 94, des satellites. Alors, effectivement, ce sont des satellites qui ont pour objectif à la fois de promouvoir l'excellence de cette pratique ophtalmologique et aussi pour pallier les carences territoriales d'offres en ophtalmologie et pour donc rétablir une égalité territoriale. Alors cet hôpital de Moorfields a donc ainsi 32 satellites. Alors Moorfields étant à Londres, hein, il a environ 32 satellites, dont 16 ont contractualisé,
puisque ce sont des différents types d'activités et de prise en charge qui vont permettre de modéliser le partenariat établi entre l'hôpital mère, l'hôpital central de Moorfields et les satellites, qui sont des centres soit de consultation, soit d'hospitalisation, soit des centres attachés à d'autres hôpitaux aussi. Et donc, ils ont comme objectif, à la fois pour les hôpitaux satellites et pour l'hôpital central, de développer une forme de label avec des prérequis en termes de motivation des personnels, de formation des personnels médicaux, également de formation et de formation continue aux techniques les plus pointues. Il s'assure que les médecins et le personnel dans les satellites soient à niveau. Il y a aussi une politique d'achat commune, notamment les investissements étant très, très chers en termes d'ophtalmologie. Il y a une rationalisation et une mise en commun, une mutualisation de certains équipements. Et évidemment, avec l'idée aussi d'avoir toujours le bénéfice des avancées technologiques les plus pointues. Donc, l'idée également chez eux, c'est de permettre de standardiser les prises en charge et de permettre à un fonctionnement rationalisé et que les engagements communs qui sont pris soient régulièrement évalués. Donc, actuellement, c'est un modèle qui intéresse beaucoup le niveau central au Royaume-Uni pour entreprendre une réflexion sur ce type de modélisation et finalement de labellisation et pour essayer aussi de faire d'autres expérimentations pilotes sur d'autres types de spécialités médicales et chirurgicales. D'ailleurs, à noter qu'en mars 2017, il y aura un site Internet qui sera dédié et ouvert et dédié à ce système de mise en réseau de la spécialité ophtalmologique au travers de cet hôpital et de ses satellites. Voilà. Ça, c'était un exemple assez intéressant. Et on a tenu aussi, parce que Marie-Claire nous avait pointé l'importance d'une autre expérience pilote qui a lieu dans une autre partie, effectivement, de l'Angleterre, sur le site de Dudley. C'est un système de Locality Link Officers. Et là, on est plutôt du côté donc, de l'accompagnement du patient. C'est un nouveau métier qui est en train d'être formé, d'être organisé, d'être mis en place, expérimenté, pour peut-être une généralisation si c'est assez probant, si les résultats sont favorables. En réalité, c'est une façon d'accompagner de façon très pragmatique des patients au travers des cas, les cas les plus complexes en tous les cas, au travers d'un accompagnement social, médical, bien entendu social, psychologique, et on a le Link Officer qui va gérer le cas de la personne, tant en intra qu'en extra-hospitalier, puisque c'est aussi un travail qui se fait en réseau entre le dedans et le dehors, et qui va essayer d'évaluer le niveau d'autonomie de la personne, qui va l'orienter dans le système de soins par rapport à des prises en charge et par rapport, par exemple, à des orientations. Il va participer également aux réunions multidisciplinaires qui ont lieu sur le cas en question, quand ça concerne le patient qu'il a en charge. Et notamment, ça lui permet également de faire en sorte qu'il y ait à la fois d'éviter des hospitalisations par le biais des urgences en amont, mais également en aval, de permettre à la personne de sortir plus vite, puisqu'elle a un accompagnement personnalisé à domicile, et cette personne se charge de cet accompagnement personnalisé.
Et dans un système de santé qui accueille de plus en plus de personnes âgées plus ou moins dépendantes, on trouvait que c'était un exemple intéressant qui est assez pragmatique et qui vise à pallier les manques aussi d'un système et de santé, et surtout de faire des liens entre le médical et le médico-social au travers de la création de ce nouveau métier. Donc, voilà pour les exemples au Royaume-Uni. Et je passe la parole à mon collègue. Merci Elvire. Donc sur la Suède, je vais aller vite. Je vais attraper simplement votre proposition de tout à l'heure d'approfondir à un autre moment pour vous demander de nous présenter très rapidement les 3 dernières expériences de façon à ce qu'on puisse voilà. tenir à peu près Donc notre temps. je vais passer très vite. 3 zooms sur la Suède pour évoquer l'hôpital Karolinska, qui est donc une des institutions médico-universitaires de renommée mondiale. Hein. Je signale que c'est elle qui fait les dossiers et les propositions au comité Nobel pour la remise du prix Nobel de médecine. Il y a en cours à l'hôpital Karolinska, qui est donc un des 3 CHU de Suède, qui se trouve à Stockholm, une nouvelle gouvernance qui se met en place, qui fait beaucoup penser à notre système de pôle. Donc je n'insiste pas, ça consiste à croiser en gros la prise en charge des pathologies avec les fonctions support. Et puis, je mentionne deux exemples de maternité en Suède, celle de Danderyd et d'Undinde, qui ont une approche qui est très avant-gardiste, et même si on la retrouve dans nos maternités de niveau 3 en France, mais en tout cas qui se traduit par de meilleurs résultats en termes notamment de survie pour les prématurés. Voilà, donc à Danderyd et à Undinde, il y a par notamment l'association plus forte des parents aux soins, des bonnes performances qui méritent d'être approfondies, qui s'expliquent peut-être aussi par des publics qui sont peut-être moins précaires que chez nous éventuellement. Voilà. Et donc, juste pour terminer, c'est en Norvège, à l'hôpital d'Akershouse, où, dès la construction de cet hôpital en 2008, la réflexion a été menée entre les directions, les médecins et les représentants des patients pour essayer de robotiser le plus possible et d'utiliser les systèmes d'information dans l'intérêt des soignants, meilleures conditions de travail, et aussi des patients. Et effectivement, on voit qu'il y a toute une automatisation qui a été développée et adaptée dans cet hôpital universitaire, et des espaces et des suivis en temps réel des patients sur un système de logiciel très performant. Et donc, nous vous remercions de votre attention. Et on se tient à votre disposition si vous voulez approfondir chacun de ces exemples et même, comme je vous disais, vous rendre sur place.